Bienvenue à toi, Élise. Ben, merci d'avoir accepté cette interview. L'objectif ensemble de cette interview, c'est que tu puisses nous expliquer comment le revenu management peut nous aider dans cette basse saison à rafler un maximum de réservations. L'objectif de cette interview, c'est évidemment de te poser un peu des questions piégeuses pour que tu puisses réellement nous donner des pépites pour que tout simplement la communauté automatique BNB puisse le mettre en place tout de suite après cette interview. Donc, Élise, déjà, d'une part, encore merci d'avoir accepté cette interview. Et est-ce que tu peux simplement voilà, nous dire qui tu es pour ceux qui ne te connaissent toujours pas dans le monde de la location courte durée? Merci Nicolas. Merci pour l'invitation. Ça me fait hyper plaisir d'être avec toi aujourd'hui et puis avec les personnes qui suivent ta chaîne. En quelques mots, j'ai plus d'une dizaine d'années d'expérience en revenu management. Le revenu management, c'est la science de bien déterminer ses prix et l'ensemble des leviers d'optimisation pour maximiser son chiffre d'affaires en location saisonnière. J'ai créé il y a 4 ans la société qui s'appelle J'affiche complet, qui est une agence de revenu management dans le domaine de la location saisonnière. On travaille aujourd'hui pour plus de 1700 biens, un peu plus de 85 clients et on est une équipe de 15 personnes. Et je suis aussi la fondatrice d'une deuxième, alors c'est une deuxième activité qui sera bientôt une deuxième société, le Rendez-vous national de la location saisonnière, qui est un événement qu'on a organisé et sur lequel on était hyper content que tu puisses venir avec nous, Nicolas, pour exposer tes services et réaliser aussi une table ronde. C'était canon. Donc ça a eu lieu en juin de cette année et je peux partager, si tu veux, c'est une primeur pour ton audience. Partager la date de 2024, ça va avoir lieu le 30 et 31 mai 2024 à Paris, au Dock de Paris. C'est un jeudi et un vendredi, donc Eh c'est ben, pas bonne encore nouvelle. public. Donc Ouais. voilà. Bonne Donc voilà, nouvelle, pour ceux qui j'y serai avec grand plaisir. C'était vraiment un super événement l'année dernière. Et donc, on t'a mis la pression pour qu'il y ait un deuxième événement cette année. c'est ça, c'est ça, donc bon, on récidive. Eh ben, parfait. En tout cas, là, on voit que, le revenu management, ça doit être un besoin important dans le sens où, comme tu le dis, hein, ta société s'est développée là-dedans. Justement, est-ce que tu peux déjà nous exposer, quel est l'intérêt de venir te voir plutôt que d'utiliser un logiciel comme Pricelab? Ça, c'est la question que j'ai souvent, que ça soit en basse saison, en haute saison. Pourquoi je vais demander à un humain de le faire pour moi, alors que j'ai un logiciel qui va pouvoir me le faire, pour un prix, moindre? Ah, c'est une très bonne question. Moi déjà de prime abord, on est partenaire avec, Pricelab, donc on sait vraiment bien comment fonctionne, l'outil. Alors il y a des concurrents à Pricelab, il y a Beyond Pricing, il y a Wheelhouse aussi qui est l'équivalent américain qui est un peu moins connu, sur le marché actuellement. Ces logiciels-là, ils méritent d'exister. C'est intéressant, ça répond à plein de besoins. Mais il faut savoir aussi par rapport à son propre besoin, qu'est-ce qui va répondre le mieux à sa situation personnelle. En fait, quand on a un algorithme tarifaire, il fait son job d'algorithme tarifaire, mais il faut le suivre en fait, il faut le suivre et d'ailleurs on en discutait ensemble, tu me disais que tu fais un suivi, 20 minutes, tous les jours. Donc c'est vrai que c'est du boulot, c'est du temps parce qu'un algorithme tarifaire, ça pourra en tout cas pour l'instant, peut-être que demain avec ChatGPT ce sera plus vrai, mais pour l'instant, un algorithme tarifaire ne peut pas anticiper autant de situations qu'un cerveau humain. Donc c'est quelque chose qui va quand même demander du boulot qu'on ne peut pas laisser, vivre tout seul et les collègues chez Pricelab le disent bien: «Oui, ça ne peut pas vivre tout seul, il faut que ce soit suivi, piloté et cetera». L'autre chose aussi, c'est que et ça nécessite soit de se former, avec nous notamment ou d'autres personnes, mais soit de se former en revenu management, soit de nous déléguer le revenu management. Hem, Parce que le deuxième problème, c'est que la tarification ne suffit pas. C'est-à-dire que piloter les prix, c'est bien, mais avoir un chiffre d'affaires le plus haut possible, ça va être aussi tout un tas d'autres leviers, comme par exemple piloter ses durées de séjour minimum, ce qui n'est pas fait aujourd'hui dans les algorithmes tarifaires. Aussi piloter les promotions, piloter tout ce qui est lié à la moyenne durée, donc être attractif aux bonnes périodes sur des séjours de plus longue durée, piloter les boosters sur Booking aussi. Enfin, il y a tout un tas de leviers, il y en a d'autres, hein, les frais de ménage, les conditions d'annulation. Tout ça, c'est des éléments qui vont concourir à favoriser un chiffre d'affaires le plus haut possible, et ça peut pas se limiter simplement à avoir un prix qui monte et qui baisse, quoi.
À partir de combien de logements on peut se dire il est intéressant de prendre tes services? Est-ce qu'il y a un nombre de logements ou c'est plutôt à partir d'un certain nombre de chiffres d'affaires qu'il est intéressant de prendre tes services? Ben nous, ce qu'on dit, c'est qu'en effet, il faut minimum 5 logements pour, déléguer ça à un revenu manager expérimenté. C'est là où ça devient intéressant. En dessous de 5 logements, on va plutôt recommander de se former. Nous, on a une formation qui garantit la croissance de chiffre d'affaires. On est les seuls du marché à faire ça, plus 20 de croissance. Sinon, on rembourse, la personne qui veut se former. Et au-delà de 5 logements, ça devient intéressant parce que pour tout ou partie, le service va s'autofinancer. Donc pas toujours pour tout, ça peut être en partie, mais l'avantage, c'est que c'est rare quand même les services qui s'autofinancent au moins en partie. C'est vrai. Quand vous prenez un comptable, quand vous prenez même, je sais pas, un community manager ou tous les services, ça va pas s'autofinancer, quoi. Donc là, il y a au moins en partie un autofinancement et en plus le gain de temps. Parce que, bah, du coup, on peut passer son temps à faire autre chose, soit pour développer son activité, donc si on est investisseur, continuer à investir, ou développer son activité de conciergerie ou de sous-location, soit pour prendre du temps personnel parce que, voilà, on sait que c'est aussi, hyper important et puis c'est vrai que le fait de déléguer, ça peut aussi permettre, quand on est sous-loueur ou quand on est, conciergerie, de l'utiliser en preuve sociale. Soit pour convaincre des propriétaires de dire: «Bah, moi j'ai un revenu manager expérimenté dans mon équipe», ou à l'inverse, quand on est sous l'heure, qu'on a besoin d'aller voir un peu la banque, pour aller chercher un billet pour pouvoir, remettre en place des nouveaux biens, de pouvoir dire: «Bah, dans mon équipe, j'ai des pros, vous voyez, notamment sur le chiffre d'affaires, donc soyez assurés de la stabilité de mon entreprise et que, je suis, pas du tout un débutant», quoi, tu vois? Et toi, là, aujourd'hui, tu fais du revenu management pour, uniquement des personnes qui sont sur la métropole, partout en Europe, partout dans le monde? Toi, actuellement, tes clients ta clientèle, c'est qui? Alors, aujourd'hui, on a une part importante du portefeuille qu'on optimise qui est en France métropolitaine. Après, on a des biens dans plein d'autres endroits, Nouvelle-Calédonie, même, les Antilles. On a eu, du Québec aussi, on a des biens en Belgique, un tout petit peu en Espagne et en Italie, et au Portugal. Mais en fait, les méthodologies de revenu management, l'avantage, c'est ça s'applique partout. Tu vois? J'ai une personne, par exemple, qui m'a appelée, cette semaine, qui est une dame qui a du portefeuille au Congo et qui me disait: «Bah, voilà, je regarde vos vidéos, mais je me demande si, moi, sur le marché de Kinshasa, ça va marcher, en fait, toutes ces méthodologies-là» et en fait, ça fonctionne pourquoi? Ça fonctionne parce que c'est un pas à pas à faire pour pouvoir tirer des conclusions qui vont être différentes selon le type de bien, selon la ville et aussi selon la période. Donc c'est là où cette méthodologie-là, ce pas à pas, on peut l'appliquer, partout et nous on l'applique, quel que soit l'endroit et d'ailleurs, que ce soit une ville qu'on connaisse déjà ou que ce soit une ville qu'on ne connaisse pas, il y a des éléments comme les données de marché qui vont nous permettre d'être, pertinents, voire même grâce aux données de marché, plus pertinents que, le fait d'avoir de l'expérience dans une ville. Parce que quand on a de l'expérience dans une ville, on est biaisé par ce qu'on a fait dans le passé, par le type de bien qu'on a eu, qui peut être haut de gamme ou à l'inverse plutôt entrée de gamme et le fait de se référer aux données de marché, ça rend, puissant dans l'analyse et dans les résultats. OK. Et à quoi tu pourrais répondre justement? Parce qu'il y a j'ai des personnes, hein, même dans la communauté qui vont me dire, «Bah, voilà, moi je c'est bien beau ce que nous dit Élise, mais moi je vois ça plus comme une dépense que comme un investissement». Comment toi tu pourrais, leur répondre par rapport à cette objection? Ouais, alors c'est hyper intéressant d'en parler. Aujourd'hui, le revenu management, en fait, on peut plus se dire que c'est optionnel. Après, chacun choisit sa méthode et la méthode PriceLab, ça convient pas à tout le monde. La méthode J'affiche complet, ça peut ne pas convenir à tout le monde. C'est pareil pour tout, tu vois? Il y a des gens qui veulent des iPhones, il y a des gens qui disent: «Bah, je voudrais jamais un iPhone parce que moi je préfère payer mon téléphone, moins cher, avoir quelque chose un peu plus, discount et tout ça». C'est normal, tu vois? Ça, c'est le monde capitalistique, on va dire, Ouais, c'est tu vois? Il y a des gens qui veulent toujours la meilleure prestation de service, qui veulent quelque chose de très qualitatif et de très professionnalisé. Nous, c'est vrai qu'on va plus s'adresser à ce segment-là, des gens qui se disent: «Voilà, moi je veux le top de la rentabilité, je veux quelque chose d'extrêmement professionnel, qui soit complet, pour mon activité». Mais après, en tout cas, le sujet du revenu management, ça, c'est même plus un débat. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme, l'aérien ou l'hôtellerie. Ça fait, des dizaines et des dizaines d'années qu'ils font ça. Tu as plus un seul hôtelier qui va te dire: «Ah, est-ce que le revenu management, c'est vraiment pertinent pour mon hôtel?» tu vois? Alors nous, peut-être qu'on a encore ces doutes-là pour certaines personnes ou des personnes qui viennent d'entrer dans notre domaine d'activité, mais clairement, enfin, c'est
c'est plus le cas et ce sera plus le cas dans les années à venir. C'est un incontournable, tu vois. Justement, toi, tu vois encore des loueurs qui ont un prix fixe à la semaine et Ouais. un autre prix le week-end et qui louent peut-être du samedi au samedi. Toi, t'en vois beaucoup encore? Ouais, complètement. On a des personnes avec qui on commence à travailler. Mais c'est vrai que la différence par rapport à avant, alors déjà, moi, je blâme pas, parce que là, je le dis en souriant, mais c'est Oui, vraiment oui. sans aucun, tu vois, sans aucune. Il n'y a pas de jugement, c'est factuel. Exactement, sans jugement. C'est-à-dire que tous les sujets dans nos vies, on démarre niveau zéro de connaissances, quoi. Donc au début, Bien on sûr. fait un peu avec les moyens du bord, etc. Et par rapport à ça, la différence que j'observe par rapport à il y a 4 ans, tu vois, quand j'ai créé J'affiche complet et que je commençais même à faire des vidéos sur YouTube et que je sais, au début, il y a des personnes qui m'ont un peu tanké comme si j'étais ah ouais, le dernier charlatan qui a encore inventé une méthode qui s'appelle comment? Un revenu management. Ouais, ouais, c'est bon. On m'a dit au début, ouais, tu sais pas l'écrire parce qu'en fait, c'est de l'anglais, donc il y a un E à revenu, tu vois. Donc, au début, c'était un peu dur. Puis moi, je venais du monde des grands groupes. J'avais eu un poste à responsabilité chez Club Med. J'étais un peu vexée comme un pou, j'avoue, tu vois, parce que je me disais, attends, les gars, ça fait 12 ans que je fais mon métier, quoi. Tu vois, j'ai un vrai job et c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, ce truc-là. Donc, la différence par rapport à il y a 4 ans, c'est que les personnes qui viennent vers nous en nous parlant de ça, elles nous disent, bon, ok, je sais que je me suis pas penchée sur le sujet. Je sais clairement là, je fais pas vraiment ce qu'il faut parce que j'ai mis le même prix toute l'année. Mais par contre, en fait, j'ai vraiment envie soit d'apprendre, soit qu'on me libère de cette partie-là parce que j'ai envie que ce soit beaucoup plus professionnel. Et là, je sens bien que j'ai un truc à améliorer, tu vois. Ok. Et là, par exemple, tes dernières réussites, est-ce que tu peux nous les partager? Quels sont les chiffres d'affaires qu'on puisse se faire, en tout cas le pourcentage de chiffre d'affaires en plus qu'on puisse se faire les propriétaires, les conciergeries que tu accompagnes? Oui, ben, on fait des croissances de chiffre d'affaires qui vont de +10 à +30, parfois beaucoup plus. Mais je préfère dire +10 à +30 parce que je préfère toujours annoncer quelque chose qui. La satisfaction client, pour moi, c'est incontournable et pour toute l'équipe, c'est incontournable. Aujourd'hui, on a, et d'ailleurs, j'ai publié la vidéo sur le site si jamais certains veulent aller voir. Où on a pas mal de clients qui témoignent. On a un client qui nous dit bah, moi, depuis que je travaille avec J'affiche complet, j'ai fait plus 40% de chiffre d'affaires. On en a un autre, et c'est de leurs mots, hein, vous pourrez voir dans les vidéos. On en a un autre qui dit pour certains biens, j'ai fait plus 20%, mais il y en a d'autres sur lesquels on a doublé le chiffre d'affaires sur les biens. J'ai fait aussi à la moitié du mois, là on est en novembre, mi-novembre. Non, c'était quand? C'était mi-octobre. Mi-octobre, j'ai fait un bootcamp pour les conciergeries qui s'appelait Conciergerie Leader. C'était un bootcamp gratuit. Pendant 4 jours, on a passé tous les sujets en revue pour être une conciergerie leader. Et il y a pas mal de nos clients qui se sont joints au bootcamp. Et en fait, il y avait plein de témoignages. Il y a une cliente qui nous a dit qu'elle a doublé son chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de sa conciergerie. Donc pareil, j'ai gardé une petite copie d'écran de son message. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui font hyper plaisir. Ça, c'est des shoots d'endorphine, hein, ça c'est clair. Quand on est entrepreneur et Ah qu'on bah. reçoit des messages comme ça, c'est du bonheur en boîte, quoi, Et vraiment. justement, là, vu qu'on est mi-novembre, en période basse pour beaucoup, euh, quels sont les tips, les astuces, qu'est-ce que tu pourrais nous partager quelles sont, on va dire, d'une part, ouais, les astuces à mettre en place pour aujourd'hui pouvoir augmenter son chiffre d'affaires malgré qu'on soit dans une période basse. On voit là aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux en train de dire j'ai pas de réseau, etc. C'est compliqué, qu'est-ce que je dois faire? Donc, est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus? Ouais, bien sûr. Ben, d'une part, là, je passerai moins de temps sur cette première partie, mais c'est quand même important de le rappeler aux personnes qui nous écoutent. Il y a déjà le niveau de professionnalisation. Donc, il y a tous les éléments que toi, tu défends au quotidien aussi, Nicolas. C'est déjà avoir une qualité de service qui soit irréprochable grâce à une certaine automatisation, tous les éléments que tu partages au quotidien qui sont hyper importants. Et puis, il y a la professionnalisation aussi sur la prestation qu'on propose. Si on a un bien qui est vraiment dans son jus, la décoration, la qualité des photos, etc., ça, c'est important. Maintenant, il y a les méthodologies de revenu management. Sur le revenu management, ce qui peut aider les gens qui nous écoutent, c'est déjà d'adapter ses durées de séjour. Il y a beaucoup de personnes, parce qu'on parle beaucoup du prix, mais il y a les durées de séjour minimum aussi. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, allez, je me mets en 2 nuits minimum toute l'année. Bah, typiquement, sur les périodes de faible demande, si on peut se le permettre avec l'équipe de ménage avec qui on travaille, c'est vraiment important de retirer ça, de se dire, bah, ça va être faible, donc je ne mets pas de contrainte à ça, j'accepte une nuit également. Et puis dans ces cas-là, on peut avoir peur de se dire, ah ouais, mais je vais avoir que une nuit tout le temps, etc., etc. Ça, c'est une croyance limitante qu'on peut avoir.
Mais je vous promets que quand vous allez tester, surtout en période de faible demande, ça va pas forcément être le cas. Il y a quand même des gens qui ont besoin de réserver 2 nuits et qui vont réserver. Par contre, tous les 1 nuit que vous captiez pas avant, vous allez les capter et ça fait toujours du chiffre d'affaires qui est mieux, avec, que sans, quoi. Et est-ce que travailler aussi sur les conditions d'annulation, c'est important? Et toi, qu'est-ce que tu préconises par rapport aux conditions d'annulation sur une saison basse? Ouais, ça c'est un point important aussi, tu as raison. On peut avoir peur des annulations en se disant: «Ah moi je mets des conditions d'annulation super strictes parce que si quelqu'un m'annule, juste avant, je vais être dégoûté». Alors, dans les faits, on a eu des cas comme ça avec des clients qu'on a accompagnés justement à «alléger» entre guillemets leurs conditions d'annulation. Dans les faits, dans 100 des cas, la conclusion c'est de dire: «Ah ouais, c'est vrai, je l'ai fait et c'est pas du tout horrible comme je croyais en fait». Il y a occasionnellement des gens qui vont attendre la date ou qui vont avoir un imprévu juste avant la date et qui vont annuler, mais c'est pas du tout une hécatombe d'annulation, 3 jours avant parce qu'on a mis des conditions, annulables 3 jours avant, quoi. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'être annulable 5 jours avant. Donc, c'est un bon équilibre. Si on a des difficultés sur le bien, si on voit que ça tarde à décoller ou pour le lancement d'un bien, ça peut être bien de mettre un jour avant pour vraiment s'assurer qu'on prend le maximum de réservations, même en dernière minute, parce que ça veut dire que même jusqu'à 4-5 jours avant la date, on va être annulable et remboursable, et ça peut aider à la conversion pour certains voyageurs. Ça les rassure en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils vont annuler, mais ils sont rassurés de se dire au cas où, pour les gens prudents, au cas où je sais que je peux quoi. Et par rapport à ça, si on a des grosses disparités de demande selon les périodes. Je vous donne un exemple concret, tu vois? Si dans les personnes qui nous écoutent, on a des personnes qui sont en bord de mer, par exemple, qui ont des énormes maisons, sur lesquelles on se dit: «Bah, l'été, c'est vrai qu'une villa, qui vaut 400 € la nuit, si j'ai une résiliation, 6 jours avant la date, en plein cœur de l'été, bon, on peut avoir des chances de relouer parce que la période est ultra forte, mais c'est vrai que c'est quand même assez sport, quoi, et une semaine, ça vaut très cher. Donc dans ces cas-là, on peut se dire qu'on peut mettre des conditions d'annulation sur l'été qui sont peut-être à 1 semaine, 15 jours, donc un peu plus exigeants pour ce type de bien précisément, et l'hiver pour éviter d'être, d'avoir cet inconvénient concurrentiel, l'hiver, se dire qu'on a des conditions d'annulation différentes. Ça va être un tout petit peu plus sport parce qu'il va falloir switcher ces conditions d'annulation à partir du moment où la vague de réservation pour l'été intervient. Donc, il faut un peu surveiller, mais ça, c'est un truc à tester au démarrage de la période faible. Et les conditions d'annulation, moi, j'ai l'impression que les gens sont capables de payer plus cher parce qu'ils ont cette assurance de se dire: «Je peux annuler à la dernière minute». Enfin, moi, j'ai cette sensation que s'il y a à comparer, un prix non remboursable et quelque chose qui est plus cher, même de 10 ou 15 mais qui est remboursable jusqu'à, 5 jours avant, moi, j'ai l'impression que les gens sont prêts à payer plus cher et d'avoir cette assurance, même s'ils vont pas annuler, de pouvoir annuler en cas où. Est-ce que tu as cette même sensation ou pas? Oui, complètement, tu as raison. Ça peut permettre d'avoir, bah, aussi une tarification qui est dissociée avec 2 prix. Un prix moins cher parce qu'il est non annulable, non remboursable, et un prix plus cher qui est annulable et remboursable. Peut-être le point de vigilance qu'on peut partager avec les personnes qui nous écoutent, c'est que, il faut faire attention selon la performance du bien et selon le marché dans lequel on évolue. Il y a des marchés sur lesquels ça marche pas forcément, des masses parce que c'est un marché qui est déjà très concurrentiel en termes d'offres et de tarification, et dans ces cas-là, ça peut convertir beaucoup moins bien. L'autre point de vigilance, c'est si on est sur un bien qui est déjà en difficulté, c'est pareil, ça peut avoir du mal à convertir. Mais il y a des cas quand même sur lesquels ça peut fonctionner, donc ça mérite d'être testé, d'être testé. Et tu parlais tout à l'heure et je me dis peut-être que ça peut être utile sur une basse saison, tu parlais des boosters que permet Booking. Est-ce que c'est l'occasion d'utiliser, bah, les boosters, d'utiliser le Genius, d'utiliser, 10 à la semaine? Est-ce que ça sont des choses, qu'il faut mettre en place sur des basses saisons? Ou est-ce que ce sont des mauvaises pratiques en se disant: en fait, on va tout faire pour essayer d'avoir des résas, mais en fait, on est en train de grappiller, notre chiffre d'affaires. Comment on doit se situer par rapport à tout ce que nous proposent justement, les plateformes et notamment, Booking? Beh, tu as raison, c'est un point super important, et c'est vrai que ce qui sous-tend ce truc-là, c'est aussi quelle est la situation personnelle de la personne qui est en train d'optimiser ses biens. Il y a des gens qui ont, des charges, fixes qui sont, énormes à financer, ou alors il y a des gens qui ont aucune charge fixe. Si on a une situation où on a des charges fixes qui sont énormes à financer, toute vente, même si on baisse un peu nos prix, même si, comme tu le dis, on met en place du Genius qui va nous faire moins 10 et cetera, bah, toute vente est bonne à prendre, quoi. Parce qu'en fait, on a des charges à assumer
Et même si on a une rentabilité qui va être plus faible à la nuitée, au moins ça nous aide à absorber les charges fixes. Si on est dans une situation où on n'a aucune charge fixe sur ça, donc soit parce que le prêt est remboursé, soit parce qu'on n'est pas sous loueur par exemple, et du coup bah voilà, tout est financé, c'est seulement du variable, c'est-à-dire le fait de faire le ménage, le fait de financer l'électricité, le chauffage, etc. Dans ces cas-là, l'arbitrage il sera peut-être un peu différent parce qu'on va se dire bah attention, j'ai une vigilance quand même sur le fait qu'il faut pas que ça me coûte de l'argent de faire venir un voyageur, tu vois? Donc ça va dépendre de la situation personnelle et après moi je suis toujours, quand on est dans une situation où c'est intéressant d'aller absorber les charges fixes, je suis toujours favorable à se dire: «Bah, on se donne les moyens d'aller faire fonctionner notre annonce» parce que même si je mets un Genius qui va me faire un pourcentage de moins 10, et beh, au moins ça fait des ventes, ça fait tourner mon annonce dans les algorithmes de recherche des plateformes et après, bah, si j'ai des problèmes de riches et que ça cartonne, bah, j'aurai tout le temps d'aller retirer mon Genius ou alors de garder mon Genius mais en augmentant un petit peu mon prix sur la période. J'aurai tout le temps d'aller mettre en place des dispositifs comme ça, mais au moins je fais tourner mon annonce, les algorithmes voient que ça fonctionne, j'ai des bonnes notes, ça tourne et c'est favorable à mon activité et ça prépare mes hautes saisons par la suite parce que mon annonce, elle est pas restée complètement morte en mode désert de Gobi pendant 4 mois, quoi, tu vois? Justement, tu parlais d'annonces. Est-ce que toi, dans tes accompagnements, dans ce que tu préconises, c'est peut-être, je sais pas, de modifier ces photos quand on est sur la période hivernale, Mmh. peut-être de modifier telle ou telle chose sur l'annonce, dans la description, dans les équipements, pour aussi amener à la conversion? Parce que tu disais tout à l'heure, pour amener à la conversion, bah, il y a le prix, le nombre de nuitées minimum, le fait de mettre en place des conditions d'annulation et cetera. Mais est-ce qu'il y a des choses aussi sur lesquelles on peut agir directement sur l'annonce? Ouais, tu as raison, c'est vrai que les algorithmes aiment bien avoir, de la «chair fraîche» entre guillemets, donc qu'on ait pu, adapter un peu les photos, adapter un peu les titres. Nous, ça nous arrive de recommander de changer, la première photo par exemple, de s'assurer que le titre il est bien pertinent, de pas avoir des éléments qui sont inutiles dans le titre et d'avoir un titre qui donne envie de cliquer. Donc ça c'est important et puis, de pas avoir un prix qui est le même, tout le temps. Donc montrer que ça bouge, le fait d'avoir incité aux commentaires, ça permet aussi d'avoir des nouveaux commentaires. Donc tout ça, ça rend l'annonce vivante et c'est un signal positif pour l'algorithme. Après, il faut éviter de tomber dans un excès que j'entends, trop souvent qui est de se dire: «Ah, faut que j'aille changer, mais pour les prix par exemple, faut que je change mes prix tous les jours à 1 € près», par exemple. Il y a une sorte de grosse légende urbaine qui tourne un peu sur ça dans notre domaine d'activité. Moi, si je suis tout à fait honnête, je me suis, dit depuis toujours que c'était, une légende urbaine parce qu'en hôtellerie, j'avais jamais entendu parler d'un truc pareil, que ça nous aidait dans l'algorithme Booking et puis, à un moment donné, je me suis dit: «Quand même, Élise, faut peut-être pas que tu fasses ta vieille chouette réac. Essaie de te renseigner parce que peut-être que oui, en fait, c'est vrai et qu'il faut remettre en question aussi, nous, chez J'affiche complet, nos méthodes de travail pour s'assurer d'être au fait de ce point-là». Donc j'ai écrit à notre contact chez Airbnb et chez Booking. Bah, d'ailleurs, c'est, Audreyne et Linda qui ont fait des Mmh. présentations au rendez-vous de la location saisonnière qui étaient, super Mmh. intéressantes. Je leur ai écrit en leur disant: «Bah, en fait, est-ce que ça c'est vrai? Parce que si c'est vrai, nous, on va adapter nos méthodes pour matcher justement à, ces meilleures pratiques, à mettre en place» et les 2 m'ont dit: Non, c'est inconnu au bataillon cette histoire-là» et même, Madeleine m'a dit: «Non, non, légende urbaine, c'est pas le cas, en fait». Donc il faut pas tomber dans un extrême inverse de se dire: «Je change tout le temps à 1 € près, parce que ça fait bouger mon annonce». Mais c'est vrai que c'est bien si on peut quand même avoir un certain entretien de notre présence en ligne, en fait, tout simplement. Et justement, là, tu parlais de des légendes urbaines ou de modifications de prix et cetera. Airbnb nous amène à supprimer les frais de ménage, de plus en plus. Le fondateur d'Airbnb ou même on le voit dans les paramétrages d'Airbnb, on nous dit: «Voilà, s'il y a une réservation d'1 jour ou 2, est-ce que vous allez supprimer vos frais de ménage?» D'ailleurs aussi Booking est en train de se lancer là-dessus sur les Genius 2 ou 3. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que l'idée, c'est de supprimer les frais de ménage et ça va booster les réservations, mais en même temps, bah, il va quand même bien falloir payer nos prestataires et en fait, on les réincorpore dans nos prix, à la nuitée et puis ça fait comme un hôtel. Toi, comment qu'est-ce que tu en penses de ça? Comment tu te positionnes par rapport, à ça? Beh, moi, je trouve que c'est le signal, assez fort d'un truc qu'on se dit, souvent, mais qui là encore en est l'illustration, c'est que les plateformes, elles travaillent pas vraiment pour nous en tant qu'hôtes.
Les plateformes, elles travaillent à garantir leur promesse auprès des voyageurs, qui est la promesse d'avoir des logements de qualité à prix attractif. Et les plateformes, ce qu'elles veulent, leur objectif, c'est d'aller prendre des parts de marché aux collègues. Et quand on se dit ça, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient le plus attractives possible pour les voyageurs, parce que c'est le voyageur qui apporte l'argent dans l'équation. Donc, elles veulent attirer les voyageurs, elles veulent que les voyageurs ils convertissent le plus possible sur leur plateforme et pas sur la plateforme du collègue. Et en ça, il faut avoir une visualisation du prix qui pousse à la conversion. On sait très bien dans notre métier que plus le prix est affiché de façon simple, moins on a l'impression qu'on nous en rajoute des couches de frais, de frais, de frais, de frais, et plus on a tendance à convertir. Parce que ça semble simple, ça semble cohérent. Il n'y a pas de mauvaise surprise, entre guillemets. Il n'y a pas ce côté où je vois un prix dans la liste des résultats, je clique, ah bah en fait non, mais alors attends, il y a tout ça en détail, tu vois. Et il y a moins ce biais psychologique de se dire, ah dis donc, oh, pour tel montant de ménage, ils se mettent à l'aise, tu vois. Il y a pas ce débat intérieur du Et donc, voyageur. selon toi, c'est mieux de faire quoi dans ces cas-là? De ne pas mettre de frais de ménage et de les incorporer au prix à l'unité? Parce que si tu fais ça, finalement, tu gonfles le prix. C'est-à-dire que si quelqu'un loue qu'une nuit, ça ne change pas. Mais s'il loue plusieurs nuits, son prix du séjour a gonflé, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que je dis que les plateformes, elles travaillent pas pour nous. Parce que pour moi, dans un business model comme celui de la location saisonnière, qui est très différent de ce qu'il y a en hôtellerie, c'est beaucoup plus serein et performant d'avoir des frais de ménage en plus du séjour. Parce que nous, on n'a pas une personne de ménage qui va pouvoir faire tout l'hôtel d'un coup, quel que soit le nombre de chambres à laver. On a quelqu'un qui va devoir faire des déplacements, etc. On n'a pas d'économie d'échelle sur le ménage. Si bien que si on inclut ça, on intègre ça dans le prix à la nuitée, c'est assez risqué pour la rentabilité, qu'on soit propriétaire, sous-loueur ou conciergerie. Donc, je trouve qu'en ça, les plateformes, elles nous aident pas vraiment. Si un jour on n'a plus le choix, eh ben, c'est pas grave, on le fera, on va basculer, on va s'adapter. Mais pour moi, la meilleure chose, c'est quand même d'avoir des frais de ménage pour s'assurer de te garantir une certaine rentabilité, une cohérence pour la pérennité de l'activité, quoi. Ok. Autre question, par rapport aux frais Airbnb. On voit, il y a pareil, des personnes qui préconisent le fait d'avoir une tarification simplifiée sur les commissions, d'autres des frais partagés. Donc juste pour rappel, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, c'est que sur Airbnb, initialement, on avait des frais partagés entre le propriétaire et le voyageur. Et depuis un certain temps, ils nous poussent à avoir une tarification et une commission simplifiée, c'est-à-dire que tout est pris en charge par le propriétaire au même titre que Booking. Est-ce qu'il y a réellement une différence de sélectionner l'une ou l'autre des pratiques? Est-ce que ça booste les réservations ou pas? Toi, quel est ton ressenti par rapport à ça? Parce que j'ai des personnes aussi qui disent, ah non, mais moi, je passe pas sur les channel managers parce que je vais devoir payer toutes les commissions, donc je vais perdre de l'argent. Ça, c'est là, pour moi, une fausse croyance, mais je voudrais avoir ton avis par rapport à ça. Ouais. Oui, bah, je partage ton avis. Pour moi aussi, c'est une fausse croyance parce qu'en fait, notre tarification, on va adapter quand on a un channel manager, par exemple, on adapte ce qu'on appelle le coefficient de multiplication. On va adapter le montant de majoration du prix pour partir sur la plateforme selon la commission qu'on a. Et l'idée, c'est de s'assurer que notre prix, au final, il soit cohérent. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on est en 3%, alors je commence par ça, mais je vais quand même répondre à la question, mais quand on est en 3% sur Airbnb, c'est illusoire de se dire enfin, que nous, on ne paye que 3%. Parce que, en fait, par-dessus, il y a une énorme commission qui est rajoutée aux voyageurs. Et donc, en perspective voyageur, ce qui est payé, c'est le montant total. Donc, finalement, demain, et nous, on a fait les calculs pour vérifier ça. Mais en gros, aujourd'hui, en tant que hôte, si on paye que 3% et le voyageur rajoute ça, demain, la seule chose, c'est qu'on va indiquer un prix plus haut dans le système, de sorte que ce montant-là en totalité, on le paye nous-mêmes. Mais le montant que je reçois dans ma poche, c'est toujours pareil au final. Mhm. Et quand on fait les calculs, ça revient au même. Donc sur ça, le montant qu'on reçoit dans sa poche va toujours être le même. Il faut bien penser simplement, quand on passe à 15%, au lieu de paramétrer le prix qu'on veut avoir dans sa poche plus 3%, on va paramétrer le prix qu'on veut avoir dans sa poche plus 15%. Et pour le voyageur, ça ne va rien changer parce que le voyageur, de toute façon, il avait les frais Airbnb qui lui étaient appliqués avant. Donc concrètement, ça ne change rien. Par contre, là où ça va vraiment faire la différence, et nous, pour répondre à ta question, ce qu'on recommande, c'est de se mettre à 15%. Ça va vraiment faire la différence parce que l'algorithme nous appréhende comme un professionnel de la location saisonnière. On est favorisé dans les algorithmes de recherche quand on se met à 15%. Pourquoi? Toujours pour la même raison, parce qu'on sait que le voyageur, quand
quand il a moins de petites lignes, il va convertir plus facilement. Donc, quand on a un prix à 15%, il y a simplement le montant du séjour, à la limite les montants de frais de ménage, mais il n'y a pas cette ligne en plus de frais Airbnb. Et c'est pour ça qu'on est favorisé dans les algorithmes, parce qu'Airbnb veut plus d'annonces comme ça. Ok. Dernière question, mais qui est liée à la location courte durée, qui n'est pas liée au revenu management. Quelle est ta vision, toi, de l'avenir de la location courte durée, notamment là pour les années 2024-2025? On voit que de plus en plus, c'est un peu le vilain petit canard, tout le monde tape dessus, c'est ça qui crée la crise du logement. Euh, on voit que sur la fiscalité, on est en train de nous taper dessus, etc. Toi, quel est pour toi l'avenir de la location courte durée? Parce que beaucoup nous regardent, se disent, sont bien beaux ce qu'ils sont en train de nous raconter. Mais de toute façon, bientôt, on ne pourra plus faire de la location courte durée. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Mais moi, ce que j'en pense, c'est que si ce qu'on faisait n'avait aucun succès, on n'aurait pas ces problèmes-là, en fait. Ce pourquoi on a des problèmes où ils veulent resserrer la fiscalité. Ce pourquoi on a des problèmes où les municipalités veulent resserrer un peu les verrous, etc. C'est parce qu'en fait, ça cartonne. C'est que on répond à une demande qui plaît aux voyageurs. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a ça. Si on faisait un truc naze et que personne venait louer nos locations saisonnières, tu penses bien que tout le monde s'en foutrait, que le gouvernement s'occuperait, ils auraient d'autres chats à fouetter, et que les municipalités aussi, tu vois. Donc, c'est un peu la rançon de notre succès. Moi, je pense que quand on est chef d'entreprise, comme on l'est tous, même si on a juste un bien, pour moi, on est déjà chef d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, ben, on évolue dans un écosystème avec ses contraintes économiques. Euh, Parfois, on a des contraintes aussi sociales liées aux mouvements sociaux, etc. Mais on évolue avec nos contraintes et ben, on avance malgré ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est illusoire. Je pense que ça fait des années qu'on nous dit la location saisonnière est morte. Puis je pense qu'on nous le dira encore dans 10 ans, tu vois. Je pense que c'est illusoire de se dire que quelque chose qui répond à un vrai besoin des voyageurs va être fini comme ça. Il ne faut pas oublier que souvent on parle de l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le plus de bruit. Ce qui fait le plus de bruit, c'est les municipalités qui restreignent les règles. Mais il y en a encore plein qui sont hyper contents d'avoir de la location saisonnière. C'est juste que nous, voilà, en tant que chef d'entreprise, donc en tant qu'investisseur, dirigeant de conciergerie ou sous-loueur professionnel, on doit ajuster nos perspectives de développement pour se dire qu'on va je ne sais pas comment dire, mais tu vois, évoluer dans ce nouveau cadre, en fait, dans cette nouvelle règle du jeu. Moi, par exemple, en tant qu'investisseur, je ne vais pas me dire que je vais investir à Paris. Tu vois, pas me dire que je vais investir à Nantes ou à Lyon, parce que clairement, on sait que je vais plutôt investir dans des plus petites villes ou des villes de taille moyenne sur lesquelles il y a un bon dynamisme économique. Ça, c'est ma stratégie, tu vois, parce que je sais comment évoluent les règles et je fais avec ça. Donc, pour moi, la location saisonnière est pas morte. Par contre, pour tempérer un peu mon propos, tu vois, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube cette semaine sur la dernière note de conjoncture d'Atout France. Ben, c'est vrai qu'après 2 années qui ont été vraiment super bonnes pour la location saisonnière parce que l'hôtellerie était un peu en carafe et nous, on répondait vraiment à un besoin des voyageurs, là, on observe un léger tassement. Alors, Atout France nous dit, c'est ce que je disais dans la vidéo, Atout France nous dit que ça y est, notre marché est peut-être arrivé à maturité. Maturité, ça voudrait dire que on a cessé de croître, un peu comme l'hôtellerie qui est arrivée à maturité, parce que ça fait longtemps que ça existe, le business model des hôtels. Moi, je trouve que c'est un peu une conclusion un peu hâtive, parce qu'en ce moment, on a quand même les JO qui arrivent. Il y a beaucoup de gens qui veulent justement surfer sur cette période-là, et il y a un afflux d'offres sur le marché. Donc pour moi, il faut attendre après les JO pour conclure sur ça ou pas. Mais voilà. Je sais Non, pas non, mais comment je voulais. je partage ce que tu dis. Et puis en plus, moi, je me dis, voilà, il y a 36 000 villes, 36 000 communes en France. Ouais. Actuellement, il y a 20 ou 25 villes où il y a des lois, on va dire, anti-Airbnb. Le gouvernement augmente les zones tendues. On est à peu près à 200 villes qui peuvent mettre des réglementations anti-Airbnb s'ils le souhaitent maintenant, même si tout le monde ne va pas le faire. Il restera plus de 35 000 villes dans lesquelles on peut se développer. Puis je me dis aussi qu'au plus le ticket d'entrée est complexe, au moins il y aura de concurrence. Et au Hmm. moins, monsieur et madame tout le monde va juste mettre une annonce sur Airbnb. Et Ouais. voilà. Donc, je pense au contraire que ça peut être intéressant. Après, c'est pas pour autant que je suis d'accord avec le gouvernement en disant que la crise du logement vient du Airbnb. Ça, je suis pas du Ah tout oui. d'accord. Ouais, moi non Mais, plus. la complexité d'entrée, on va dire, dans ce monde-là, va peut-être nous faciliter les choses.
Donc, Élise, on a parlé de tous tes services, tes accompagnements durant cette vidéo, en fonction du nombre d'appartements qu'on peut avoir, si on a 4-5 logements. Tu as indiqué qu'on pouvait soit être formé par tes soins, soit être accompagné par tes soins. Est-ce que tu peux nous dire comment justement on peut te contacter et par quels moyens on peut accéder à tes services d'accompagnement? Eh ben, oui, carrément. Je crois qu'on s'est dit ensemble que tu pourrais mettre le lien juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller, cliquer sur le lien, juste en dessous. Ça va nous permettre, en fait, de prendre rendez-vous ensemble et de pouvoir échanger ensemble sur les besoins que vous avez. On évaluera qu'est-ce qui est la meilleure solution pour vous retenter et est-ce qu'on peut vous aider avec, les solutions qu'on propose, donc soit de formation ou prestation de service. Donc, n'hésitez pas à aller, voilà, chercher le petit lien, en dessous de cette vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous et discuter, ensemble. C'est moi qui serai avec vous, au bout du fil. Parfois les gens sont étonnés. «Ah bon, c'est Élise?» Moi, je suis toujours un peu gênée. «Bah, oui, oui, c'est moi». Donc voilà, Mais, donc si voilà, vous voulez ce sera avoir avec plaisir. Élise au téléphone, si le revenu management vous intéresse, si vous voulez être soit formé ou accompagné, bah, vous prenez un rendez-vous, c'est entièrement gratuit, c'est sous Voilà. cette vidéo et comme ça, dès aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, vous serez tout simplement avec Élise au téléphone pour parler de vos problématiques liées au revenu management. Mais en tout cas, encore merci à toi, Élise. Merci à toi, Merci Nicolas. pour toute cette valeur, ce contenu que tu nous as partagé aujourd'hui. Et puis, bah, je te dis à très bientôt.